Bonjour à tous, merci d'être là, encore très nombreux. C'est vrai que la table ronde précédente a déjà posé beaucoup de questions et on a vu que, il était impératif de se désintoxiquer de cet imaginaire, croissantiste qui paraît, inéluctable, voilà. Donc c'était vraiment intéressant, voilà, d'entendre ces économistes, ce point de vue de ces économistes et on peut se demander, oui, mais donc comment on fait concrètement? Où sont les alternatives? Est-ce qu'elles fonctionnent? Parce qu'on entend parfois le slogan il suffit de sortir du capitalisme. D'accord, mais quand on habite les ruines du capitalisme, comme désigne Anat Singh, on peut se demander un peu où est la porte, où sont les chemins. Et ben pour cheminer justement vers ces alternatives, le travail de Geneviève Pruvot est absolument essentiel. Euh, Geneviève, tu es sociologue du travail, directrice de recherche au CNRS, et tu travailles justement depuis une quinzaine d'années sur les alternatives rurales. Euh, Tu as écrit, alors je vais les montrer, deux livres qui précisément montrent que les alternatives sont possibles et fonctionnent. Donc le premier s'appelait Quotidien politique, publié à la Découverte. Et le second volet, qui est sorti à la Découverte cette année, s'appelle justement La subsistance au quotidien. Moi, je voulais revenir justement sur ton envie de travailler sur ces alternatives très concrètes en milieu rural. Euh, Tu as cheminé aussi intellectuellement, c'était pas toi comme sociologue du travail, tu n'as pas commencé dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'intéresser à ces modes de subsistance dans la ruralité? Dans Quotidien politique, tu montres bien il y a toute une galaxie d'auteurs, d'autrices qui t'ont fait réfléchir à la question de la subsistance. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce travail un peu de patchwork intellectuel qui t'a fait cheminer de références comme Henri Lefebvre, le sociologue et philosophe plutôt marxiste, à des écoféministes comme Vandana Shiva, Maria Misk. Voilà, qu'est-ce qui a fait que ces références-là t'ont nourri et ont créé une forme de cohérence intellectuelle pour toi? En fait, je travaille sur l'action directe, mais une action directe un peu particulière, qui est l'action directe sur le bien vivre, pour faire un lien avec ce dont il était question tout à l'heure, et l'action directe qui fait qu'on est déjà dans la post-croissance et qu'il y a un certain nombre de groupes, de collectifs, mais aussi de ménages, aussi bien à la ville qu'à la campagne, qui déjà mettent en œuvre, ici et maintenant, d'autres manières de vivre, de travailler, d'allouer leur budget, temps. Et donc, je suis partie m'enfouir, en quelque sorte, dans des zones rurales dans lesquelles il y avait une densité de populations alternatives, explorant ce mode de vie ici et maintenant. Et en même temps, j'essayais de voir dans les corpus de textes qui m'étaient donnés à voir, aussi bien dans le féminisme que en sociologie du travail, mais quels textes pouvaient m'aider en fait à saisir ce qui était déjà en train d'avoir lieu et qui n'a rien d'une utopie. Et on peut même se poser la question, ça n'a pas non plus rien d'un interstice quand on a vraiment une forte densité de population qui, à certains endroits, vivent dans une sorte de marché parallèle et réinventent d'autres formes de commercer ensemble dans tous les sens du terme, dans le sens ancien, mais aussi dans les échanges d'argent qui n'ont revêtent pas du tout la valeur capitaliste de l'accumulation et du profit. Et donc, en cherchant des textes qui me permettaient de saisir aussi ce qui est la continuité de la contre-culture aussi des années 70, je suis tombée sur des auteurs et des autrices
qui ont été emblématiques de la contre-culture, qui sont aussi bien Ivan Illich que Henri Lefebvre, mais aussi des écoféministes des années 80, en fait, à la fin des années 70, comme Maria Miss, et Veronica Benoll-Thompson, qui ont écrit aussi en lien avec Vandana Shiva sur la question de la subsistance. Et donc, je pense, et puis il y a eu Françoise Daubonne aussi, qui est une écoféministe française qui a inventé ce terme. Et en fait, en travaillant sur ces différents textes, je me suis rendu compte que ces auteurs et ces autrices se connaissaient. Voilà, donc je pensais au départ que c'était parsemé en fait, mais finalement tous ces auteurs et ces autrices d'une certaine manière se connaissaient personnellement et avaient même travaillé intellectuellement ensemble à interroger la question de la subsistance, parce qu'en fait l'enjeu n'est pas de penser en termes capitalocentriques, c'est-à-dire si on prend le terme de croissance en quelque sorte, c'est qu'on peut-être on reste dans le paradigme du capitalisme, et donc qu'on essayé de déplacer en fait la terminologie pour parler on pourrait parler de société plutôt si on dit que le centre à l'échelle d'une temporalité très longue, mais aussi à l'échelle des pays du Sud qui sont infiniment plus nombreux, on est encore dans des sociétés de subsistance. Il y a beaucoup de sociétés qui vivent encore dans la subsistance, et on peut peut-être rendre comme une anomalie historique le capitalisme, donc dire que on vit dans une société, en tout cas dans les Nords, post-subsistance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de réinventer des formes de subsistance dans des sociétés de production-consommation qui, elles, mènent la guerre contre la subsistance? Donc, j'ai enquêté, j'ai fait une 130aine d'entretiens, j'ai vu beaucoup de collectifs, et ça m'a mené aussi bien de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes qu'à des endroits beaucoup plus pacifiés, qui sont sous l'ombre, on va dire, qui passent dans l'ombre des projecteurs médiatiques. Et donc voilà, j'ai fait tout un travail d'aller-retour entre des textes théoriques et puis des enquêtes empiriques en avançant petit à petit, ce qui m'a conduit à écrire 2 ouvrages l'un après l'autre, mais en fait, ils ont été écrits ensemble. Oui, c'est ça. Donc, ce premier ouvrage-là que je vous montre, Quotidien politique, féminisme, écologie et subsistance, pose vraiment les bases théoriques de ces alternatives non seulement possibles, mais en fait qui existent. Et le deuxième volet, la subsistance au quotidien, donc qui est sorti cette année, justement, est une monographie vraiment sur un couple de paysans boulangers que tu as suivi alors au quotidien, mais alors du matin au soir, avec un carnet pour justement noter très très précisément comment ils travaillaient, ce qui compte, puisque c'est une enquête, on va y venir, d'ethnocomptabilité. Et ma première question, c'était justement pourquoi tu as choisi cette échelle-là, parce que la question des échelles en politique, elle est très importante. Pourquoi avoir fait le choix de ce que tu appelles une maisonnée, puisque donc ce couple s'appelle Florian et Myriam, mais c'est la maisonnée, tu vas nous montrer, c'est plus large, mais c'est autour de ce couple. Mais pourquoi cette échelle-là ? En fait, comme ça a été dit dans dans la session précédente, la question des échelles est absolument fondamentale. Et il y a une échelle en fait qui, quand on parle de l'écologisation des pratiques, on s'intéresse en fait à la politisation du moindre geste. C'est-à-dire que tout compte, de cette gourde à la table, aux moyens de transport. Et il y a vraiment déjà des personnes qui ne cessent de se poser ces questions-là de façon cruciale à chaque moment de leur existence. Et donc, la question des échelles, c'est-à-dire qu'on pense aussi bien à l'échelle des États qu'à l'échelle des ménages, qu'à l'échelle d'un espace-temps très réduit, de petites parcelles d'espace-temps. Et en fait, la question de l'écologisation maximale, puisque c'est celle qui m'intéresse, des formes, on va dire, maximalistes, ou qu'on pourrait qualifier aussi de radicales, c'est qu'il y a la tentative d'avoir une cohérence politique incarnée
à tous les moments de l'existence. Et donc, pour rendre compte de la finesse et du détail et du sens du détail que ça implique de lutter contre le rouleau compresseur de la production-consommation et de se détourner pour chacun de ces gestes, eh ben, ça invite à changer d'échelle d'analyse. C'est-à-dire que je peux avoir des comparaisons avec des statistiques, macro-statistiques sur l'état de la population française, par exemple, mais il faut que je resserre après dans cette localité-là, dans cet endroit-là, ça se répartit comment, les classes sociales, les diplômes, le droit à la terre, et après, à l'échelle de personnes qui le mettent en œuvre. Et donc, pour être juste avec cet écart maximal et extrêmement prenant et rigoureux, en fait, il était important de passer à ce qu'on pourrait appeler une échelle monographique. Et donc, j'ai décidé d'écrire une macro-histoire d'une micro-histoire. Et donc, la découverte m'a donné le plus gros format possible, enfin, les éditions en termes de nombre de signes et de taille, pour que je puisse écrire volontairement, détailler 9 jours de l'existence de ces boulangers paysans dont je raconte la vie minute par minute et que j'essaie de rendre la plus concrète possible pour après arriver à des éléments plus macro d'analyse pour resituer cette expérience. Et donc, les échelles, c'est pas un petit détail, parce que c'est précisément une des questions que tu me posais, c'est pourquoi je fais cette enquête aussi et pourquoi je m'amuse à compter des choses aussi ténues que des bocaux de conserve et un nombre de poules qui bougent tout le temps, et ce qui fait que c'est impossible à compter dans un poulailler. Pourquoi je m'astreins à ça, c'est parce qu'en fait, on me dit en permanence, dans ma propre profession, mais aussi dans un monde, dans différentes scènes, différents publics, que c'est pas possible. Il y a toujours un rapport d'invraisemblance, c'est un déni d'existence. Il serait enchanteur, idéaliste, utopique. Et moi, j'ai vu des gens réels. Ça fait pas que 3 ans qu'ils vivent comme ça, mais ça fait 20 ans. Enfin, les maisons, elles sont en habitat léger ou en terre crue, elles vous tombent pas dessus. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui s'appelle l'invention d'un monde consistant et avec beaucoup de très sérieux. Donc cette attention en fait aux échelles pertinentes de l'action, ça m'a conduit à réfléchir à mettre en évidence au fil de cette enquête, qui est donc une enquête que j'ai menée sur 3 fronts à la fois. Et donc c'est pour pas vous décourager parce que c'est paraît gros. Mais c'est parce qu'en fait, la majorité de ce travail, c'est un récit. J'ai pris plutôt la plume et j'ai essayé de rendre comme un journal de bord en fait de ces 9 jours, et j'ai raconté le plus de choses possibles qui pouvaient se passer dans ces journées que j'ai pris à 2 saisons différentes, de sorte que c'est d'abord par une voie narrative pour rentrer vraiment dans des personnes incarnées, des histoires, des interactions très fortes et tout un monde social pour qu'on le comprenne avant que j'emploie les mots savants parce que du coup, à partir de ce récit, c'est leur voix qu'on entend, c'est les voix des personnes aussi. J'ai pris des notes frénétiques pendant toute cette enquête. Et ensuite, j'ai proposé un autre récit, parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure du chiffrage, et moi, je pense qu'il faut reclaim le chiffrage, revendiquer aussi sans économisation la statistique. Et donc, j'ai fait des micro-comptages vraiment sur le nombre de kilos qu'il fallait donner à des poules, jusqu'au nombre de fournées de pain qu'il faut pour dégager tant par mois, etc. Et donc, j'ai fait des inventaires complets d'activités. Et donc, ça, c'est un autre récit. Donc, j'ai produit des tableaux qui sont des tableaux contraires, en fait, à ce que l'économie, la science économique produit, puisque c'est des tableaux adossés à un récit où il y a plus de texte que de chiffres par ailleurs, mais pour en reparler. Puis enfin, j'ai fait un discours, une analyse sociologique proprement dite. Mais tout ça pour dire que c'était pour m'adresser à 3 publics différents. S'il y en a qui veulent juste s'embarquer dans une histoire, ils lisent une partie. Et j'ai constaté que le chiffrage, c'était une manière très rapide aussi de rentrer de plein pied dans le moindre détail de ces existences, et que donc ça aussi, c'était parlant pour beaucoup de gens. Et enfin, voilà. Donc, et donc, on parlait de la maisonnée, parce que le point qui est devenu saillant, c'est qu'au départ,
je sens, enfin, j'ai fait une monographie sur 2 personnes, ça semble. Enfin, j'ai fait une enquête sur plein d'autres gens et donc je sais comment les resituer dans un monde social alternatif très vaste. Mais il m'est apparu mais dans toutes mes enquêtes en fait, et dans toutes les enquêtes sur les alternatives, que le terme d'autosubsistance est un terme complètement fautif. Et on parlait de vocabulaire, hein, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire parce que auto, c'est comme si c'était pour soi, avec soi, pour les siens. Et ça renvoie en plus à l'automation, d'ailleurs, maintenant, l'automobile même. Donc là, je suis plutôt sur des expériences low-tech. Et or, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai qualifié de l'entre trait d'union subsistance, c'est-à-dire c'est un groupe d'entraide. Parce qu'il n'est pas possible de n'être que 2, en fait, hein, pour vivre de cette manière-là. C'est surtout un groupe d'entraide, une micro-société qui se trouve sur des parcelles disséminées dans des zones rurales et qui font corps, en fait, ensemble et permettent de créer un collectif. Et donc, le terme de maisonnée, qui est un terme anthropologique que les anthropologues connaissent bien. C'est une alternative aussi pour ne pas penser en termes de logique de parenté ou de famille. On a toujours l'impression que ce serait des familles, en fait. Mais les familles nucléaires, avec un père, une mère, des enfants, plus elle est de surcroît hétérosexuelle, tel que beaucoup le pense aussi le capitalisme. Et dans le quotidien politique, hein, j'essaie de raconter en fait cette histoire du resserrement du caractère très genré en fait de la société de consommation-production et de l'invention du travail domestique de consommation dans des familles nucléaires qui ont pour caractéristique d'être prédisposées à la consommation parce qu'on a fait en sorte que ce soit des familles d'affection et pas des petites fabriques collectives de la subsistance. Or, dans des sociétés avant l'invention du capitalisme, avant l'invention de la famille nucléaire, avant l'invention de la consommation, c'est des regroupements de gens sous un même toit qui ne sont pas forcément apparentés et qui ont pour le but de ce regroupement, c'est de fabriquer au quotidien la subsistance commune pour les membres de cette maisonnée, qui ne sont pas uniquement d'ailleurs des êtres humains, mais qui sont aussi des animaux et des plantes. Donc déjà, c'est des maisonnées qui ne sont pas du tout anthropocentriques, hein, puisque vont être accueillis comme membres de plein droit des animaux domestiques ô combien nécessaires, hein, comme... Ah oui, On peut peut-être voir, tu as une carte. Oui, enfin, donc en tout cas, c'est maisonné. Donc là, je ne sais pas si on voit. Oui, vous voyez quelque chose. Bon, ça, c'est le genre de schéma en fait que j'essaie que j'ai produit dans ce livre. C'était pour vous montrer qu'on n'était pas dans la simplicité. Hein. On est là, au centre, il y a Florian et Myriam. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais pour que j'ai essayé de représenter leur maisonnée. Donc déjà, on peut voir qu'il y a plus d'animaux dans cette maisonnée que d'êtres humains. Ils ont 2 vaches, 2 chèvres, 4 moutons, une 50aine de poules, une petite fille et beaucoup de gens qui passent aussi. C'est des maisonnées très hospitalières. Donc j'ai pris un cas un peu limite parce que c'est pas un collectif d'habitants. J'ai travaillé aussi sur des éco-hameaux, des collectifs de la ZAD, mais là j'ai fait exprès de prendre un cas plus resserré. Et donc l'enjeu, c'est ce qu'on voit ici, c'est comment circulent les matières au sein de cette maisonnée. Parce qu'en fait, le but d'une maisonnée, comme je vous l'ai dit, c'est la subsistance commune. Et la subsistance commune, elle se fait à partir de matières très particulières, qui sont devenues particulières dans la société de consommation-production, parce que c'est des matières vivantes. Il y a des matières, des objets, des matières inertes réparables, mais il y a des matières vivantes qui ont pour caractéristique de pouvoir être domestiquées. D'autres ne le sont pas, et d'être reproductibles. Sans en passer par l'achat de nouvelles matières. Donc typiquement, on achète une première vache et puis ensuite on peut avoir des veaux parce qu'on a un taureau. Il y a tout un monde à organiser. Mais tout ça pour dire que donc une maisonnée de subsistance, elle organise le flux de matières vivantes en son sein qui ont cette capacité remarquable de pouvoir être augmenté en nombre de matières pour plus de gens et plus de membres de la maisonnée qu'au tout départ quand vous avez fait le premier achat ou le premier don
de matière, ce qui n'est pas du tout ce qui arrive dans la société de consommation. Je parle toujours du frigidaire plein de yaourts. Quand le matin j'ouvre mon frigidaire, j'ai pas plus de yaourt, alors que c'est possible avec des graines d'en avoir beaucoup plus qu'il n'en faut. Et donc, ce qui fait que la maisonnée, si elle est pensée de cette manière-là, aussi bien d'un point de vue anthropologique que d'un point de vue économique, elle est organisée autour du flux de matière et de matière vivante dont un collectif doit prendre soin, puisque l'enjeu de ces matières, c'est que leur naissance, la naissance d'un outil, c'est pas rien, le faire à la main des personnes qui l'utilisent, le faire en sorte que d'autres mains puissent l'utiliser, l'entretenir, donc aussi bien des objets que des animaux, que des êtres humains. Et là, on a un collectif qui prend soin de la naissance et du renouvellement de toutes ces matières qui sont vitales et cruciales pour sortir ou être en marge, en tout cas, de la société de consommation-production. Et donc, voilà, j'ai essayé de le formaliser avec ce genre de tableau. Oui. Voilà, un tableau qui montre effectivement que la maisonnée, voilà, c'est pas le toit avec 4 murs. Et tu as recours donc à l'ethnocomptabilité pour justement quantifier, mais aussi, donc tu dis compter avec ce jeu sur le verbe compter, puisque c'est compter au sens chiffré aussi, bien sûr, mais compter parce que tu passes par le récit. Donc, moi, je voulais savoir, voilà, ce flux de matière, tu as aussi choisi de le mettre en tableau. Alors, comme Geneviève l'a un tout petit peu dit, mais dans ces tableaux, et il faut quand même saluer le courage de l'éditeur, parce que c'est un livre voilà, qui est assez rare dans une vraie originalité d'écriture. Tu dis, il y a différents niveaux de lecture, mais donc il y a des tableaux ethno-comptables, mais où on trouve effectivement le nombre de bocaux de groseilles à macro, de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intérêt de l'ethno-comptabilité? Ça parle pas forcément. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, l'ethnocomptabilité, ça vient d'un chercheur, Alain Cotreau, qui travaille, un historien et sociologue, et qui a travaillé sur une expérimentation qui a été menée au XIXe siècle contre l'économie politique, justement, de Smith, en train de faire un coup de force, et qui va compter la richesse des nations en argent. C'est délirant comme opération. Et donc, au XIXe siècle, il y a des chercheurs et on appellerait ça des militants, qui ont décidé de poser à ce comptage en argent un comptage en nature. Et donc de dire, en fait, la majorité de la population n'est pas dans un transit monétaire, mais dans des dons aussi, et des ressources en nature. Et donc, ils ont donné un équivalent monétaire à des ressources en nature pour montrer, en faisant un calcul à la fin, qu'en fait, ils étaient plus riches, en fait, d'avoir ces échanges de matières en nature que dans les échanges commerciaux. Et donc, ça faisait des révisions complètes qui fait que l'ouvrier londonien était très pauvre par rapport à un paysan vivant en Chine. Voilà. Et donc, ils ont fait cette chose-là qui a évidemment fait scandale. Et donc, on a décidé de réactiver ce type d'enquête. Et donc, l'ethnocomptabilité, ça repose sur compter. C'est une comptabilité, donc, mais qui compte ce qui compte pour les gens. On ne part pas de ce qui compte pour le capitalisme, mais de ce que eux est important pour eux. Et donc, je me suis livrée à cette chose. Bon, je vous fais comme ça un balayage, mais des vaches aux chèvres, tout le mobilier qu'il y a dans une yourte, puisqu'ils habitent en yourte, ces boulangers paysans, pour savoir. Donc, je peux prendre l'exemple. On avait dit que je prenais les chèvres ou les brebis qui ont été achetées sur le Bon Coin, comme quoi tout s'achète. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'étais face à un problème, c'est que leur vie, elle est totale. Elle n'est pas signifiée en poste d'activité, mais moi, je suis bien obligée de trouver des différents postes d'activité. Et donc, pour chaque type d'activité, je regarde combien ça leur a coûté, d'où ça vient, combien de temps ça leur prend, et quels sont les bénéfices qu'ils en retirent, qui ne sont évidemment pas que des bénéfices monétaires. Par exemple, une brebis, c'est une super tondeuse à gazon aussi. Voilà, ça a des tas d'avantages. En plus de la laine, quand on habite en yourte, ce n'est pas inutile d'avoir des réserves de laine, etc. Et donc, je me retrouve à faire cette chose qui est une comptabilité que vous voyez là, qui n'est pas du tout la comptabilité qu'on trouve dans les entreprises, et qui permet vraiment de rendre compte du système de pensée des personnes. Et non pas, donc elle est ancrée dans leur manière de voir. Et donc ça
ça permet de sortir, on a parlé de Polanyi tout à l'heure, hein, mais de réencastrer les calculs économiques dans la vie réelle des gens. Et c'est un autre point sur lequel je voudrais peut-être revenir, c'est qu'une autre question que je me posais à propos des alternatives écologiques dont on me disait qu'elles n'étaient pas vraisemblables, alors que moi je ne cessais de les voir consistantes, c'est ça coûte cher. Et donc voilà, ça fait partie des éléments, c'est un truc de bobo pour classe moyenne supérieure avec un héritage. Et pour moi, donc je me suis dit d'accord, prenons au sérieux cette prénotion, ce stéréotype. Et donc je l'ai enquêté par entretien, mais je me suis dit, il faut donc faire une microéconomie sérieuse de combien d'argent rentre, combien ils sortent, d'où viennent-ils, etc. Et en fait, ça coûte pas cher. Et donc, mais au sens, par contre, l'autre question qui se pose, c'est quelles ressources il faut. Si ce n'est pas des ressources monétaires, mais on pourra y revenir. Par contre, il faut, et ça c'est une condition sine qua non, ne pas être misanthrope. C'est-à-dire avoir un haut niveau de sociabilité. C'est-à-dire être extrêmement agile dans la capacité à nouer des relations et à créer un réseau d'entraide qui vous permette de vous passer d'un service marchand pour passer à un autre mode d'échange qui n'est pas le don, hein, qui est vraiment un échange A qui donne à B qui donne à C, mais on pourra y revenir, c'est encore autre chose. Et donc, ce type de comptage, là aussi, c'était pour moi assez intéressant de faire des listes pour voir ce qui transitait, ne transitait pas, et sortir de l'idée vraiment que ce ne serait pas possible et ça coûte trop cher. Et donc... Et c'est pas des héritiers, parce que tu as fait la sociologie de... Il faut dire qu'en dehors de Scoop, tu as effectivement réalisé plus d'une centaine, 130 entretiens. Enfin, tu connais très bien la sociologie de ces alternatives. Et effectivement, il faut tordre le cou à l'idée que ce serait des gens qui auraient hérité de, soit d'un pécule, soit c'est vrai que ton enquête va vraiment à l'encontre de tout ça. Ils partent avec... pas rien d'ailleurs, ce couple Florian et Myriam, mais un tout petit pécule puisque eux-mêmes ont bifurqué, hein, ils avaient une vie avant de s'installer dans cette yourte, mais ils partent effectivement avec très très peu de choses. Et toi, tu es aussi stupéfaite par le fait qu'ils arrivent, malgré une vraie sobriété quand même quotidienne, à mettre un petit peu d'argent de côté, Oui, j'ai pris c'est un cas typique de cas plus nombreux que j'ai pu observer, qui est que ce serait beaucoup plus simple pour la sociologie ou nos croyances que toutes les alternatives soient issues d'enfants qui seraient nés en communauté intentionnelle dans la période de la contre-culture. Ce n'est pas le cas. C'est une minorité de personnes, déjà parce qu'il y avait une minorité d'expériences contre-culturelles très avancées dans les années 70, donc il n'y a pas de raison voilà, donc ça c'est aussi... Mais donc ce n'est pas le cas, c'est des enfants qui ont grandi dans la société de production-consommation, ce qui donne une certaine espérance quand même dans les bifurcations du post-croissance. Et l'autre point qui est sans surprise et qui est vraiment commun à toutes les enquêtes sur les alternatives écologiques, hein, c'est que c'est des classes moyennes éduquées. Mais il ne faut pas non plus en faire des gens super éduqués. Et le groupe sur lequel j'ai travaillé est justement moins... Voilà, ce n'est pas des bac plus 4, bac plus 5. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le bac ou qui ont bac plus 2, bac plus 3, qui ont surtout fait des filières techniques. Parce que tout le champ de l'écologie pratique, qu'on pourrait peut-être distinguer d'une écologie théorique, politique, qui écrit des essais pour le coup, mais qui est l'autre versant, qui est vraiment le monde de l'écologie pratique, n'est pas aussi éduqués parce qu'ils bifurquent et mettent assez rapidement en œuvre en fait une autre vie qui constitue un réseau autre. On parlait d'éducation tout à l'heure, il y a d'autres formats éducatifs du coup, et donc eux ne sont pas rentrent dans cette catégorie-là. Hein. Florian n'a pas le bac, mais par contre il est issu de parents qui sont avocats et Myriam est fille de plombier. Et elle a fait un BTS, voilà. Et donc, mais ça, c'est un cas typique. Et l'autre point récurrent qui me semble faire, qui me dit, mais alors pourquoi ils bifurquent ? Parce que leurs parents n'étaient pas des bifurcants. Et un point nodal de toutes les trajectoires que j'ai recueillies, c'est le voyage en tant que traveler, sac au dos, dans des pays du Sud. C'est un point vraiment récurrent de beaucoup de trajectoires. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se sont dit, tiens, voilà, mon bilan carbone va être désastreux, mais à ce moment-là, on ne parlait pas de bilan carbone. Quand j'ai commencé mon enquête, je vais à l'autre bout du monde, je vois des gens vivre dans des sociétés de subsistance
que je ne vois pas de façon misérabiliste, dont ces personnes en voient l'extrême richesse à partir de tous ces flux de matière, de cette hospitalité, des maisonnées très fonctionnelles avec une fabrique collective, avec des jeux d'allocation de qui fait quoi à quel moment, qui les bouleverse et qui fait que quand ils rentrent en France, ils se disent eh ben, on va réinstaurer, en fait, c'est pas dans ces termes-là, j'emploie mes mots à moi, réenclencher des cycles de subsistance dans des sociétés de consommation-production, et donc on va dans des zones rurales en recherche de parcelles de terre, puisque ces alternatives, enfin ces sociétés de subsistance assez complètes, ça va de voyage dans des populations autochtones, mais aussi dans voilà, beaucoup de coins où il y a encore une activité agricole de subsistance intense. Et donc, ça passe par l'installation sur des parcelles ou dans des lieux qu'on pourrait appeler des zones où transitent beaucoup de militants ou de personnes en recherche du bon lieu. Et donc, il y a beaucoup de lieux comme ça, militants, qui servent aussi à créer un groupe pour aller s'installer quelque part. Et donc, on a comme ça, en tout cas dans les trajectoires, une vraie réflexion sur qu'est-ce qui inverse en fait les critères du Nord et du Sud. C'est les Suds qui nous apprennent à réinstaurer des cycles de subsistance parce qu'ils font face à des sociétés de subsistance qui résistent et qui, parfois, dans certains cas, sont même majoritaires, en fait, et tordent complètement la société de consommation, et par ailleurs font face aussi à un État capitaliste extrêmement prédateur, avec des révolutions vertes, comme on dit, des guerres militaires, en fait, qui détruisent la subsistance. C'est un de leurs un mobile. Et donc, il y a aussi une mise en lumière extrême, en fait, de la violence capitaliste sauvage, en fait. Et donc, ça a permis, donc c'est une vraie source d'inspiration, en fait, pour des alternatives que de puiser dans ces maisonnées encore debout, en fait. Et un autre trait marquant quand même si tu dis il y a un peu d'enfants d'agriculteurs, mais pas massivement, mais c'est aussi qu'il y a quand même toujours un lien avec la ruralité, même quand c'est sur une ou deux générations. Et il me semble que c'était important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que la maisonnée, alors c'est des gens qui ont choisi de ne pas vivre en communauté. Enfin, il se trouve que certains ont eu des ruptures avec éventuellement des communautés existantes, mais là on voit que c'est un couple avec leur enfant, mais qui vivent effectivement, tu l'as un petit peu dit, mais alors dans un réseau extrêmement actif d'entraide. On est vraiment là aussi très très loin, un petit peu de l'image romantique, pastorale. On n'est pas sur une île déserte, quoi. C'est vraiment des réseaux, même si les gens sont à plusieurs. Alors, soit quelques kilomètres, soit carrément à la ville. Enfin, il y a un réseau très très fort d'échanges. Ça aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu as, enfin voilà, que tu avais anticipé dans tes recherches, c'est quelque chose qui s'est imposé très vite, comme voilà, c'est pour que ça marche, il faut absolument ce fort tissu, ce fort niveau d'hospitalité, parce qu'on voit que ce couple ouvre la porte. Enfin, il y a des amis qui passent tout le temps, des amis, voilà, qui viennent soit toquer pour demander quelque chose. C'est très très frappant dans ton enquête de voir voilà, tout sauf l'isolement, quoi. On n'est pas dans l'urbain qui dit je vais rechercher la solitude de la nature. C'est pas du tout ça. Non, c'est vraiment une subsistance extrêmement collective. C'est pour ça que je parle beaucoup de subsistance commune, pour échapper au terme d'autosubsistance. Mais ce qui est frappant, en fait, dans ce mode de vie, en fait, c'est la circulation constante, en fait, des objets, des personnes, mais aussi, comment dire, un lien, en fait, fort entre des populations sédentaires et des populations nomades. Enfin, c'est comme ça qu'on peut les qualifier. C'est-à-dire que c'est pas simplement un réseau de gens qui s'entraident sur un endroit précis, c'est qu'en fait, c'est aussi un réseau de gens qui prend en compte le mouvement, c'est-à-dire le fait que
Parce que là aussi, ça me permet de déjouer un autre stéréotype qui serait que la relocalisation extrême de nos échanges impliqués par une écologie radicale nous enfermerait dans un repli sur un territoire donné où on se mettrait tout d'un coup finalement à ne voir que toujours les mêmes gens, les mêmes matériaux, etc. Et là, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le monde entier, j'ai presque envie de dire, circule dans des zones qui semblaient très reculées ou repliées sur elles-mêmes, mais parce qu'en fait, il y a une sorte d'alliance structurelle entre avec deux autres types de populations. La première population, c'est ce que j'ai appelé les bio du cru. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été rétifs au progrès, à l'agro-industrialisation, y compris des tout petits agriculteurs, des personnes âgées, des gens qui viennent aussi s'installer là et qui sont des alliés. Ils ne sont pas nombreux, mais ceux-là, ils voient arriver des alternatives et immédiatement, ils se créent une alliance. Déjà, ils leur passent des terres, peuvent leur céder un fonds de commerce, ils seront les premiers clients et clientes. Ça, c'est vraiment un pôle très important aussi de l'ancrage dans un endroit. Et il y a de l'autre côté ces fameux nomades, ces gens qui circulent parce qu'en fait, c'est compliqué de se reterritorialiser dans des zones rurales avec la majorité de la population qui vit en ville. Et donc, cette circulation-là, elle est importante parce que, en fait, tout le monde vient... Enfin, on ne va pas dire je rentre au pays. De quel pays, quelle région on parle, où sont les terres. Donc, en fait, en gros, la circulation des alternatives se fait en fonction du marché foncier. On va là où le foncier est pas cher, parce que c'est une guerre foncière en fait qui est livrée pour avoir des petites portions de terre qui vont échapper à l'agro-industrie, à la grande distribution, aux usines et surtout à la spéculation immobilière et à la métropolisation gigantesque à laquelle on fait face. Donc en fait, se reterritorialiser, c'est en fait aussi se donner les moyens de recirculer pour trouver l'endroit, le groupe, le moment. Et donc, ça fait... Moi, je peux le comptabiliser. Combien de camions, de gens qui arrivent en camion, débarquent sur la parcelle de Florian et Myriam, et puis ils se posent 3 jours, puis ils repartent. Voilà, donc il y a tout un jeu. C'est une entraide très forte, en fait, que ce droit au nomadisme. Et donc, ces deux populations-là, les bio du cru qui, eux, sont ancrés et ont la mémoire des chaînes, des haies, quelques savoir-faire aussi qu'ils peuvent transmettre d'un côté, cette sorte et puis de l'autre, des populations qui vont aller de lieu en lieu et aussi pouvoir dire bah là on fait ça et donc faut pas faire ça peut-être donc ça c'est aussi une manière de desserrer les taux et ce point-là structurel je l'ai aussi bien vu dans ce que j'appelle des luttes frontales que des luttes feutrées, c'est-à-dire que la zone de Notre-Dame-des-Landes est ni plus ni moins un assortiment de gens nomades et de gens qui vont se sédentariser à cet endroit et donc en fait c'est structurel pour l'expansion de ces alternatives écologiques radicales. On va revenir sur la question foncière que tu évoquais, qui est essentielle. Mais effectivement, quand tu parles de ces circulations, on voit qu'il y a des tentatives qui parfois échouent, qui permettent de repartir différemment. Ce qui est très fort aussi, puisque là, c'était bien l'idée de parler de ces alternatives qui marchent, qui fonctionnent, qui existent. C'est que ça ne se fait pas en une seule fois, c'est qu'on les voit beaucoup tâtonner, on les voit aussi bricoler. J'employais cette expression-là de ruine du capitalisme, mais ils font avec, c'est-à-dire que quand il faut utiliser la voiture, ils aimeraient, ils essayent de réduire évidemment leur empreinte écologique, mais quand il faut avoir le portable, on a le portable. Voilà. Est-ce que là aussi, je trouve que c'est important, même d'un point de vue de perspective politique, de montrer que voilà, on n'est pas sur du on-off, on est vraiment sur du cheminement et une esthétique du bricolage. Voilà, on n'est pas sur la pureté, quoi. Non, vraiment, et là, en fait, le truc, c'est pour ça que pour moi, l'ethnocomptabilité, c'est à la fois une méthode d'enquête et une méthode de lutte, parce qu'en fait, ça permet de faire des inventaires complets d'activités et des moyens qu'on prend
pour les accomplir. Et on parlait tout à l'heure, vraiment, ça a été vraiment très bien dit, sur là, on pourrait réduire, réallouer la consommation électrique pour faire ceci et cela. Et en fait, ces comptabilités sont faites de façon assez précise, sans mes tableaux ethno-comptables. Les alternatives n'ont pas besoin de ça pour savoir que ça marche. Moi, je ne fais pas ça pour eux, je fais ça pour rendre visible quelque chose qui passe sous les radars et qui peut être caricaturé ou qui peut ne pas être perçu pour des gens qui ne connaissent pas ce mode de vie. Ça, c'est aussi l'autre point, c'est des vertus pédagogiques et démonstratives, mais pas pour les personnes elles-mêmes qui savent très bien que le lendemain, elles ont ce qu'il faut pour assouvir leurs besoins et qu'il y a du bien-être dans leur vie. Donc, mais par contre, se donner la peine en fait, de regarder au microscope et de façon situer exactement tous ces moyens mis en commun et ce bricolage-là, ce tissage très fin, ça permet aussi de sortir d'un idéalisme de sortie comme ça magique, parce qu'on serait un groupe d'entraide super actif et qui aurait fait des formes et qu'on pourrait sortir de la production-consommation. Là, pas du tout. C'est vraiment comment on arbitre jour après jour, mois après mois, année après année, après des postes qui ont été hégémoniques en fait, et dont il est si difficile de se défaire. Et donc, c'est vraiment un travail de composition permanente avec des arbitrages extrêmement... D'ailleurs, Florian et Mariam ne sont pas d'accord, ils se disputent. C'est des scènes de ménage au sens le plus politique du terme, c'est-à-dire des politiques ménagères, c'est-à-dire je fais quoi, comment, avec quel produit, avec combien de temps et qui est-ce qui le fait. Et donc ça, c'est des vraies questions en fait, politiques à l'échelle, qui est micro-échelle, macro-histoire en fait. Et donc, ce bricolage-là permet vraiment aussi de montrer les leviers, c'est-à-dire selon leurs copains ou selon les groupes ou les gens que j'ai pu enquêter, c'est pas exactement les mêmes zones sur lesquelles l'attention va être portée. Il y en a qui vont s'intéresser aux mobilités, d'autres, Alors eux, je les ai choisis parce qu'ils sont maximalistes. Je ne sais pas quel poste sur lequel ils n'ont pas réfléchi. Donc j'ai fait exprès de prendre quelque chose d'un peu où ils sont très larges. Ils essaient de... et donc la question se déplace, c'est comment on tient ? Comment on arrive à tenir, comment on se répartit la tâche. C'est pour moi, je suis sociologue du travail, j'ai une approche en termes de classe sociale et de genre. Et donc, comment on se répartit cette tâche qui n'a rien d'une partie de campagne, parce qu'en fait, réenclencher des cycles de subsistance au quotidien dans la vie de tous les jours, dans un monde de production-consommation, c'est une lutte sur tous les fronts. Et donc, par quel front on commence ? Comment on fait des assortiments d'activités sur lesquelles on va lutter. Et donc, la question de la distribution des tâches, c'est vraiment le cœur de la maisonnée. Une maisonnée, c'est un principe de distribution de tâches de subsistance consistant à partir d'un principe parfaitement anticapitaliste, c'est que personne n'échappe au travail de la matière. Or, le système capitaliste est fondé sur le fait qu'une partie de la population a délégué à une autre partie de la population, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, le sale boulot du travail de la matière. Or, sans transformation de la matière, il n'y a pas de vie possible. Pour reproduire la matière, il faut bien mettre les mains dans la matière. Donc, les maisonnées ont pour principe fondamental, c'est que tout le monde fabrique un truc. Tout le monde ne fait pas tout. Et donc ça, il y a un principe très bien mis en évidence par Miami et Veronica Bennell-Thompson dans leur livre sur la subsistance. Et ça, c'est vraiment un élément, on parlait de démocratie écologique. Pour moi, là, il y a un moteur dans la répartition du travail de la matière, un moteur démocratique très important, parce que d'une part, donc c'est source d'égalisation, si tout le monde s'y met, et c'est source on parlait aussi de bénéfices immatériels, c'est source de joie. Et là aussi, ça rend les choses à biface, c'est-à-dire que c'est à la fois une tâche, c'est un labeur. Et il ne s'agit pas d'imaginer une société comme ça a été rappelé, c'est pas moins travailler, c'est travailler autrement, voire plus, mais avec plus de joie. Et donc là, moi, ce qui est aussi très frappant, c'est que quand j'arrivais avec mes gros sabots, on disait, bon, alors, le travail, quand est-ce que le loisir,
enfin bref, d'essayer de retrouver des formes de catégories avec lesquelles qui sont typiques de la société de consommation-production. Puis là, il m'explique, bah alors attends, là, est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière de faire? Et c'est une scène de ménage? Est-ce qu'on est en train de prendre du repos parce qu'en fait, on a 3 copains qui sont passés puis qui nous ont donné un conseil? Et à la fin, on a quand même fini par tailler un arbre, mais comme on ne s'est pas bien formé, est-ce qu'on était en stade d'apprentissage ou est-ce que finalement on était en stade de production agricole? Bref, donc en fait, le récit rend très tangible ce brouillage complet des frontières entre privé et public. Est-ce que c'est du privé? Ben non, parce qu'en fait, c'est des chantiers ouverts au public. Vous passez demain à la yourte à Valonde, vous êtes accueillis, on va vous demander de faire une vaisselle peut-être, et puis vous êtes pris dans la fabrique collective. Et ça, c'est un mode de lutte, un mode de fonctionnement qu'on trouve aussi bien sur des zones en lutte du type soulèvement de la terre, ZAD, que dans des groupes et des collectifs qui vivent autrement, parce qu'en fait, il y a ce brouillage complet des frontières qui fait que l'agora, le moment politique de l'explicitation de ce qu'on est en train de faire et du monde qu'on a envie de construire, il se fait les mains occupées. On a les mains dans la matière. Il n'y a pas la séparation entre la fabrique du monde et ce qu'on va dire de ce que la fabrique du monde doit être est réduite. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qui se passe immédiatement. Et ça réduit aussi pas mal les conflits, parce qu'on ne peut pas dire... ça en crée aussi. Parce que, donc en fait, c'est un travail à plein temps. Donc j'ai aussi compté du temps. J'ai compté des minutes à passer des temps superposés, des minutes à faire des tas d'activités pour se poser des questions aussi fondamentales. Est-ce que Florian et Myriam travaillent pareil? Enfin, en tout cas, parce que c'est pas rien, la division genrée du travail qui persiste, y compris dans des groupes qui se disent féministes. Voilà, c'est des vraies questions qui doivent continuer à être renseignées. Je vous donne pas la réponse. Mais voilà, et donc, est-ce qu'ils ont le même nombre de terres? Qui possèdent quoi? C'est aussi des questions fondamentales. Donc, c'est vraiment une invitation, en fait, à multiplier les groupes d'enquête pour objectiver de façon collective, puisque c'est une recherche, en fait, que j'ai faite avec Florian et Myriam, qui sont malheureusement trop occupés mais avec qui on relu tous mes tableaux, on fait des remarques, on a rediscuté ensemble, etc. Et donc, c'est aussi des manières de se réapproprier aussi des formes de savoir situer, en fait, et dans lesquelles la recherche, en fait, se fait autant propose des formes de grille, d'analyse, que aussi se met en position de... Moi, je me dis souvent que j'ai été scribe d'une histoire qui ne laissera aucune trace dans les archives, parce que qu'est-ce qu'on sait des gens qui vivent en yourte, dont l'habitat léger n'est même pas recensé, ne sera jamais recensé d'ailleurs dans plein d'archives notariées. Et donc, c'est des gens qui ne laissent pas suffisamment, qui ne veulent pas laisser de traces, c'est l'enjeu. Et donc, et qui pourtant créent déjà une société autre, déjà viable, ici et maintenant. Donc c'est pas rien, en fait. Donc ça sert aussi, l'ethnocomptabilité, pour moi, à projeter, c'est-à-dire à se dire de quoi je dispose maintenant, de combien de forces humaines, forces animales, forces en outils, pour imaginer que je bouge là et que j'arrête mon travail salarié, comment je cotise à l'État-providence, qu'est-ce que j'utilise de l'État-providence, je paie des impôts indirects, donc de toute manière l'État-providence, j'y cotise, etc., etc. Donc en fait, c'est toutes ces questions-là qui sont mises sur la table à partir du moment où on utilise cette autre manière de compter ce qui compte. Et alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais ils sont quand même rattrapés par la question foncière, même dans qui devient... très complexe pour eux. On racontera pas, puisqu'il y a Myriam et Florian essayent de s'agrandir aussi pour rendre de plus en plus viable leur activité. Ils essayent d'avoir un terrain de 10 hectares. Et en fait, on se rend compte que même dans ces zones qu'on pourrait imaginer moins sous la pression foncière, en fait, elle est très très présente. Et tu me disais dans la discussion qu'elle s'est plutôt renforcée même ces derniers temps. C'est vraiment une question essentielle pour ces alternatives, et on voit que le partage de la terre est quand même très inégal.
Alors pour moi, il y a une discrimination. Dans une approche intersectionnelle, on peut voir qu'il y a des dominations de genre, de colonialité et de classe sociale. Et puis moi, je propose d'introduire une autre domination, en fait, qui est la domination, l'injustice, en fait, liée à l'impossibilité d'avoir accès à un territoire de subsistance. Et donc, oui, si on n'a pas de balcon, si on n'a pas de jardin, si on n'a pas accès à des garages, à des ateliers, à des zones des lieux de transformation, en fait, on ne peut pas. Alors les cuisines, ça reste quand même un point zéro de la révolution pour Silvia Federici, et ça reste relativement présent dans beaucoup de classes sociales et d'endroits. Ça reste un lieu très fort, une agora pour moi très très forte, mais il y a quand même un territoire de subsistance. Et donc la guerre menée par le capitalisme pour imposer l'hégémonie de la famille nucléaire de production-consommation, c'est donc de s'aborder le milieu de vie de subsistance à partir duquel les gens vont pouvoir tirer une subsistance aux natures. Donc, destruction intégrale des biotopes, des forêts, interdiction d'accès gratuit à l'eau, à des formes de glanage évident, et évidemment destruction de toutes les ceintures maraîchères. Tout ça, c'est un phénomène extrêmement connu, mais ça a des effets importants. C'est qu'on a des familles bricoleuses qui se trouvent à bricoler à Castorama, en fait, parce qu'elles ne peuvent plus s'adosser en fait à tout un mode d'acheminement de matériaux qui serait dans la forêt à côté, qui va être dédiée, elle, à la randonnée. Donc il y a quelque chose autour de on va rendre un culte, on va sortir de la subsistance, même les espaces naturels, etc. Et donc créer cette nature même sauvage, alors que ce sont des territoires de subsistance. Et donc c'est une lutte foncière. Une lutte foncière très forte entre, d'un côté, une métropolisation fondée sur un type d'habitat qui, justement, pose le bâti comme supérieur au jardin. Enfin, c'est un choix, c'est-à-dire avoir un toit sur la tête, c'est plus important qu'avoir accès à un potager, de l'eau et des bois, ce qui est vraiment un choix de société qui paraîtrait sidérant à l'échelle mondiale de l'humanité jusqu'ici. C'est très récent qu'on accorde cette priorité dans plein d'autres civilisations majoritairement présentes depuis le début. C'est l'accès à tout un milieu naturel sous la forme communautaire et non privatisée qui prime. Il a été rappelé, ces migrations autochtones en Guyane, tous les 10 ans on change. Donc ça, la privation d'un territoire de subsistance, c'est le nerf de la guerre de l'installation de la consommation. Ensuite, quand il y a un territoire de subsistance qui est alloué, c'est le jardinet, le jardin d'agrément, le gazon versus... là, donc aussi, on peuple un monde de consommation de matières vivantes très singulières aussi, qui sont pas consommables immédiatement, enfin en tout cas. Et donc, il se trouve que les alternatives écologiques revendiquent d'avoir accès à un territoire de subsistance, et donc vont se mettre, moi j'ai appelé ça la politique parcellaire de la parcelle, c'est-à-dire à chercher des parcelles de terre qui ne seront pas complètement saccagées, mais aussi bien dans des friches urbaines aussi, en ville, que dans des zones rurales, et à des endroits où il n'y a pas de spéculation immobilière, ni d'extractivisme qui ferait que ce serait dédié à l'extraction. Voilà. Donc en fait, du coup, ça réduit à la portion congrue les possibles. Et parce que ça devient, je vous donne un mécanisme tout simple, c'est qu'une fois qu'une population alternative trouve un endroit où le foncier n'est pas trop cher, les parcelles sont encore achetées à des paysans et des agriculteurs ou en exode rural qui cèdent des parcelles pas si chères, à partir du moment où cette population augmente, il y a des formes de gentrification qui se font parce que la population urbaine découvre un marché local de petits producteurs super sympas, ils ont envie d'y acheter une maison de campagne. Ils arrivent avec un fort capital monétaire, ils achètent les maisons de campagne avec des hectares qui avaient été prêtés à des alternatives qui, eux, faisaient leur potager, du coup, ils n'y ont plus accès. Ça fait monter le marché foncier, les alternatives ne peuvent plus s'installer, ça rompt le cycle du nomadisme des allers-retours et ça oblige les alternatives à bouger de 20 km. Et donc, on peut faire une étude du marché foncier constante avec ce phénomène de forme de désertification rurale, marché foncier relativement bas, elles s'installent, ça marche. Les gens trouvent ça super, augmentation des prix, et ça devient impossible d'alternativiser ce lieu, etc., etc. Donc en fait, ça oblige à penser la question de que font les communes pour
avoir des réserves foncières de subsistance qui ne soient pas soumises à la prédation immobilière. Et le problème, c'est que la culbute, la majoritaire des populations de familles nucléaires de production-consommation, c'est d'augmenter par 100 son capital en rendant une terre arable constructible. Et donc là, on est face à un phénomène majeur dans lequel il y a une participation aussi forte des ménages par l'héritage que des grandes sociétés immobilières autour de cette idée que la terre, c'est avant tout une terre à bâtir et pas une terre de subsistance. Or, une terre de subsistance, c'est du bâti ancré dans un territoire de subsistance. Donc cette guerre foncière, elle est énorme et elle se joue aussi bien dans les pays du Sud où il y a une destruction, mais vraiment au point que les ceintures maraîchères sont repoussées très très loin et donc ça va justifier le besoin de transport. Enfin, c'est une mécanique extrêmement bien huilée qui marche très bien et qu'il est complexe en fait, qui implique là de passer par le rapport de force. Et donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup. C'est pour moi aussi important de tenir ces luttes feutrées que je décris avec des luttes frontales en fait. Peut-être on peut finir là-dessus. Sur la lutte frontale, parce qu'il est peut-être temps de raconter comment vous vous êtes rencontrés avec A4. Donc merci à Habib et à Litzel de venir discuter avec nous. Parce que Habib, je te voyais hocher la tête sur la question de l'accès à la terre, de ces questions foncières. Peut-être justement, vous pouvez nous raconter, vous vous êtes rencontrés à Notre-Dame-des-Landes, notamment à l'occasion de l'événement Reprise de terre en 2021, où toutes ces questions d'accès à la terre se posaient. Habib, est-ce que tu peux donc tu as cofondé l'association donc A4, Association d'accueil en agriculture et artisanat, en 2021. Est-ce que tu peux nous raconter justement, à partir de cette rencontre qui a eu lieu à Notre-Dame-des-Landes, qui est un lieu quand même très, très particulier, qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder cette association et quel était son objet? Merci de m'inviter ici avec Litzel. Peut-être je vais revenir vite fait sur l'historique de la jeunesse de l'ASSO. Moi, j'ai arrivé ici en France en 2014 en tant qu'exilé. J'arrive de Soudan. Et par mon parcours exilé, je me suis trouvé à la ZAD de Notre-Dame-de-Landes parce que, comme je suis demande d'asile, je n'ai pas un logement parce que toutes les cadres elles étaient remplies, je crois. Donc, des jeunes de la ZAD de Notre-Dame-de-Landes, ils m'ont accueilli là-bas. Et c'est là que, comme moi je suis à la base artisan et soudure, le métal, j'ai commencé à travailler avec les agricultures, aussi un outil agricole qui a cassé, donc je leur fais un coup de main et tout ça. Et suite à ça, il y a un copain qui m'a proposé, en fait, on fait une formation avec l'atelier paysan pour fabriquer des fours à pain. 2016, on a fait cette formation et moi, j'ai monté mon atelier de fabrication de fours à pain. Donc, j'ai eu l'opportunité peut-être de sortir de la ZAD pour aller à la ville, quoi. Donc, c'est pour ça que je me trouvais à Paris. Tu as trouvé un lieu à Paris, c'est ça pour... Avec des jeunes, on se trouve aussi dans la même dynamique de lutte logement, lutte papier, lutte écologie dans le Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis. Donc, avec plein des Africains, on se trouve à poser des questions. En fait, il y a beaucoup des Africains, en tout cas des Asiatiques, qui ont du savoir cultiver la terre, travailler l'artisanal. Mais pourquoi la question? En fait, tout le monde vient, il se trouve dans la ville à Paris et travaille soit le ménage, soit la plonge, soit la sécurité. En tout cas, des métiers qui sont un peu réservés à l'étranger. Donc, autour de ces questions aussi, dans les foyers, il y a Bako qui connaît le foyer de Malien. En tout cas, il a trouvé des vies qui dit vous êtes les jeunes en fait. Vous arrivez ici, pourquoi pas vous apprenez un truc qui pousse, vous pouvez aller transmettre peut-être dans le futur de notre pays. Nous, on est arrivé ici, on a cassé notre dos à faire les ménages, les sécurités et des métiers en fait qu'ils ont réservés juste à l'étranger. Donc, ils ont conseillé. Et Bako, elle ne croyait pas ça. Elle dit,
En fait, la campagne française, elle est réservée juste à des Français. Nous, on peut pas y aller. Et moi, quand j'étais à la campagne, donc j'ai dit non, c'est possible. Moi, j'ai passé là-bas 3 ans et il y a des agricultures, ils peuvent t'accueillir, peut-être se former dans le métier agriculture artisanale en tout cas. Ils ne croyaient pas ça. Et suite à ça, là, il y a le Covid qui est arrivé. En fait, on se trouvait, on a fait un assaut qui pouvait en fait, parce que dans la ville de Saint-Denis, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas la terre à cultiver, un petit jardin pour le potager, quoi. On a fait une asso pour pouvoir juste soutenir, parce qu'il y a beaucoup de familles qui se trouvent, des fois on reçoit des appels, 12 familles qui n'ont pas de légumes ou de manger à la maison, quoi. Donc on a fait cet asso, suite ça, après le Covid 2021, on s'est invité à la reprise de terre. C'est là qu'on s'est connu avec Geneviève et avec beaucoup de chercheurs et chercheuses qui prennent la question, en fait, la foncière agricole et en fait comment on prend la terre et pouvoir à donner à des gens qui ont envie, en fait, à cultiver. Donc on a invité à la ZAT des membres d'ACAT qui ont fondé ACAT. On était 4. Il y a Idriss, et Tariq, et Bako et moi. Et le constat qui est sorti, il y a beaucoup des agricultures qui vont partir à la retraite. En même temps, il y a des gens du pays du Sud qui connaissent cultiver leurs céréales, en fait, dans un pays chaud, dans un sol aride. Ils ont beaucoup de savoir, mais pourquoi pas, on ne va pas ouvrir les portes pour des gens qui arrivent ici pour pouvoir, en fait, juste aller à la campagne, se former, et cultiver la terre, ou en tout cas, s'installation. Même les choses qu'on a découvert, même l'installation pour le français, c'est très compliqué avec le temps qu'on a commencé les voyages en quête. Voilà, justement, je voulais vous interroger sur comment, parce que tu disais ça allait pas forcément de soi. Tu disais, peut-être que le monde agricole, c'est pas pour nous. Donc voilà, vous allez nous raconter comment vous avez établi des liens, justement. Et je redonne le chiffre, effectivement, dans 10 ans, la moitié des agriculteurs français partiront à la retraite. Donc il y a des besoins, en fait, qui sont identifiés. Il y aurait vraiment des besoins de renouveler la population voilà, qui travaille dans les exploitations agricoles. Alizelle, tu me disais, toi, tu as rejoint très vite en fait, l'association ACAT. Et du coup, vous avez justement essayé de faire ces voyages en quête. Le premier, c'était dans le Limousin, pour essayer justement d'identifier quels étaient les besoins aussi dans le monde agricole, pour que ce soit un peu un marché à égalité, voilà, qui a besoin de quoi. Comment vous avez travaillé dans ces voyages en quête dans le Limousin ? Merci et bonjour à tout le monde. Donc oui, c'est ce que disait Habib. À la fois, il y avait des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience en tant qu'agriculteurs ou artisans dans leur pays avant d'arriver en France, et Habib ou Idriss qui avaient déjà aussi pu faire des expériences à la campagne en France, et d'autres personnes qui disaient non, c'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on va découvrir ces territoires et comment est-ce qu'on va voir si vraiment on pourrait être accueilli ou pas dans des milieux ruraux. Et donc, l'idée est née de faire un peu un voyage en France pour découvrir différentes personnes déjà installées, comme Florent et Myriam par exemple, mais plein d'autres initiatives qui existent à différentes échelles et de collectifs. Et donc, finalement, c'était pas possible de tout faire en une fois. Donc, on est allé dans le Limousin pendant une semaine la première fois. Et on a expliqué le projet de comment est-ce qu'on peut créer cette solidarité pour s'entraider entre les personnes qui sont paysans, paysannes, artisans, artisanes et qui ont des difficultés à se salarier pour celles qui souhaitent le salarier ou dont c'est pas possible d'embaucher d'autres personnes. Et en même temps, comment est-ce qu'on permet l'accès aussi au foncier et à une installation aux personnes pour qui c'est pas possible. Et comme disait Habib, c'est pas que les métiers bâtiment, ménage, la plonge sont réservés aux étrangers, c'est qu'on ne leur laisse pas faire autre chose et surtout, on a besoin d'eux parce que personne d'autre accepterait ces métiers. Donc comment est-ce que tout le monde peut choisir dans quoi il a envie de travailler dans des conditions dignes, d'égal à égal, et pas en un état d'esclavage moderne. Et dans le Limousin, on a été très bien accueillis. Il y a eu plein de paysans qui avaient envie de réfléchir à des stratégies d'accueil avec nous sur comment à la fois salarier des personnes qui ont par ailleurs pas l'autorisation forcément de travailler, à la fois comment salarier alors qu'eux-mêmes n'ont pas
l'argent suffisant pour pouvoir créer de l'emploi et comment créer un réseau d'accueil et d'entraide localement autour de ces questions-là. Parce qu'il y a à la fois des associations qui sont plus tournées sur l'accès au logement, d'autres pour l'accompagnement juridique administratif, il y a les paysans d'un autre côté, et comment on peut mettre en lien ces différents mondes-là d'un même territoire pour que puisse avoir lieu un accueil, un travail, une installation, et que les gens ne soient pas isolés dans tout ça. Et suite au Limousin, on s'est dit, en fait, il y a plein d'autres territoires à découvrir. On nous invitait de plus en plus aussi à plein d'endroits. Et donc, on est allé ensuite à Lannion en Bretagne, en Isère et dans la Drôme, à Saint-Affrique en Aveyron. Dans l'Anjou, on va y aller, mais il y a des paysans qui ont déjà lancé un groupe sur place parce qu'ils avaient envie de développer cette initiative. Voilà, donc on a commencé un petit peu à voir plein d'autres endroits. Et on peut le dire aujourd'hui, tu me disais, il y a à peu près une 60aine de personnes qui, avec des statuts éventuellement différents, en formation, en stage, mais qui sont dans ces... Alors, je dis exploitation, je ne sais pas si c'est voilà, parce que tu as employé le terme paysan, pas forcément agriculteur. Est-ce que ça veut dire que vous avez ciblé un certain type voilà, d'exploitation est-ce que c'était justement la question des échelles était importante, c'était plutôt des petites fermes, est-ce que c'était voilà, qui a été le plus intéressé par votre démarche? Bah là, plutôt, des gens qui sont plutôt intéressés, c'est des réseaux militantes comme Confédération paysanne, des paysans qui connaissent en fait la valeur de la terre, et la valeur aussi d'avoir en fait quelqu'un qui vient d'un autre pays qui veut transmettre des choses. Plutôt on cible cette public, pas en fait parce que aussi les choses qu'on voit dans les voyages qu'on fait, par exemple dans la région Bretagne, il y a beaucoup de agro-industriels qui utilisent beaucoup des migrants dans les champs comme l'esclavage moderne en fait. Des gens qui sont là dans les cadres, qui n'ont pas le droit de travailler. Et en même temps, ça s'organise très bien entre, je sais pas, entre le politique public, soit le Pôle emploi, soit la vérification, tout ça, pour pouvoir en fait mettre soit des bus, soit des scooters par rapport à des demandes d'asile qu'ils arrivent ici, qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils n'ont pas le droit. En fait, on dit vous n'avez pas le droit de travail. En même temps, ça s'organise pour aller travailler dans l'agro-industriel. En même temps, ils ne connaissent pas, par exemple, ils sont tout le temps infectés par des produits chimiques, plein de choses dans le travail parce qu'ils ne connaissent pas aussi. En même temps, il y a un besoin en fait. Le moment qu'il arrive ici, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de travail parce qu'elle a des responsabilités, elle a des familles peut-être derrière. Il y a plein de choses. En même temps, les centres d'accueil, des fois, ils forment des gens pendant 2-3 ans. Tu es là, tu es bloqué dans une chambre. Tu fais rien en fait. Toi, tu es un être humain. Tu arrives ici, tu as des besoins, tu as des savoirs, tu as plein de choses. Donc, le moment quand on ferme, il y a beaucoup de gens qui développent des pathologies psychiques, qui tombent malades, parce que c'est pas normal en fait. D'accord, oui, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon des statuts qui permettent d'exploiter les saisonniers, de les renvoyer tout à fait légalement quand l'agriculteur le veut. Ça, tu as connu ça en Bretagne notamment, toi, des grandes exploitations. Voilà. Donc, moi aussi, ma question, c'était comment, du coup, vous avez accompagné, parce que j'imagine qu'il y a énormément de freins, c'est complexe. Alors, j'imagine la question juridique, mais on parlait aussi de la question des transports, quand on n'est pas mobile, quand peut-être on n'a pas le permis. Comment vous faites voilà, pour lever, j'imagine, un par un, tous ces obstacles voilà, on divise un petit peu tous ces défis qu'on découvre au fur et à mesure. Certains, on en avait déjà conscience, mais le fait de voyager aussi dans les différents endroits, ça nous permet de voir quelle est la réalité des paysans. Et dans chaque territoire, c'est différent aussi. Et la question juridique, on est en train de créer un guide juridique pour accompagner justement les paysans à pouvoir embaucher. Même quand on a peu de ressources, on peut créer par exemple un groupement d'employeurs et avec d'autres paysans, paysannes autour, ou même artisans, artisanes, ou même ça peut être
un endroit qui fait de la restauration avec une ferme, avec autre chose, et ça peut être plein d'activités différentes, et la personne va pouvoir travailler un petit peu dans chaque, et donc dégager un salaire, avoir une fiche de paye, avoir des façons de se régulariser plus tard pour pouvoir potentiellement s'installer vraiment. Enfin, c'est un parcours qui est très lent, et on est pris dans des démarches où il y a un peu cette tension temporelle entre il y a l'urgence de la survie au quotidien, mais il y a aussi le fait qu'il faut attendre parce que la préfecture ne va pas accepter un dossier en 2 jours. Il y a aussi la question du transport, effectivement, donc on en parlait tout à l'heure, c'est comment aussi, avec les habitants d'un endroit qui sont ni paysans ni engagés dans des assos, mais comment est-ce qu'on peut proposer, organiser du covoiturage. Il y a des territoires qui sont très organisés comme le plateau Limousin, et là-bas, il y a déjà ces dynamiques qui se mettent en place, donc c'est plus facile de venir dans un territoire qui s'est déjà auto-organisé et où c'est plus facile d'être accueilli. Il y a aussi toute la question de l'accueil et du racisme systémique, où certes un territoire et des gens vont être très accueillants, mais en fait on a tous et toutes des comportements racistes ou des remarques racistes qui, une fois, 2 fois, ça peut passer, ou en fait ça peut passer toute la vie parce que juste on est habitué à ça, mais qu'on se rend compte qu'il faut que ce n'est pas un rapport d'égal à égal dans ces conditions-là. Et donc comment est-ce qu'aussi on propose un accueil qui puisse être respectueux de la personne complètement. Et donc, on a créé, enfin, vous aviez créé au tout début un questionnaire, un formulaire un peu d'accueil avec des questions à se poser avant d'accueillir quelqu'un, pour faire attention à la fois aux habitudes alimentaires, à comment on gère aussi la différence de culture, les différentes habitudes du quotidien et toutes ces petites choses, j'imagine, dont tu parles aussi dans ton livre. En fait, il y a plein de petites choses qui pourraient être source de tension, de conflit, et comment est-ce qu'on en parle en amont pour qu'elles apparaissent pas ou pour qu'elles se développent pas. Et puis aussi, il y a la question de comment chaque personne a un projet différent et tout le monde ne va pas chercher la même chose. Il y en a qui ont déjà plein de compétences et qui vont vouloir travailler, proposer, former d'autres personnes même, comme Habib fait avec la construction de fours à pain en métal. Et il y a d'autres personnes qui vont vouloir découvrir de nouveaux métiers. Il y a Aouad qui voulait se former en poterie. Et donc, il y a plein d'accueils qui peuvent avoir lieu, que ce soit des stages d'1 semaine, des formations courtes, longues, ou travailler directement, ou voir s'installer. Là, il y a une personne qui s'est installée dans l'Aveyron, justement, dans l'élevage de brebis, avec un paysan qui, en fait, la personne avec qui il était installé partait. Et donc, il se retrouvait sans personne. Et c'est une des difficultés du monde paysan, c'est qu'il y a d'une part personne qui veut reprendre pour tous ces agriculteurs qui partent à la retraite, d'autre part l'agro-industrie qui met le dessus et qui paye 1000 fois plus que n'importe qui d'autre, donc c'est difficile de faire la concurrence, mais il y a des gens engagés qui veulent, qui réussissent à dire non. Et il y a aussi les problèmes du quotidien où tout d'un coup tu n'as plus personne et qui va vouloir venir s'installer au milieu de nulle part avec toi. Donc là, il y a tous ces liens à faire, donc on est en train de construire une cartographie pour essayer d'écrire chaque lieu avec ce qu'il propose en termes de comment se passe l'hébergement, comment se passe l'activité, est-ce qu'il y a du salariat ou pas, est-ce que la personne est logée nourrie, est-ce qu'il y a une gare accessible parce qu'il y a des démarches à faire à la ville pour les papiers, etc. Et comme ça, chaque personne va pouvoir aussi trouver ce qui lui convient le mieux, et les paysans pareil, et on va pouvoir mettre en lien plus facilement. Oui, et parce que moi, une de mes questions, c'était aussi comment, pour ces personnes donc, qui ont eu un parcours migratoire et qui sont souvent attachées à la métropole ou à la ville où elles ont éventuellement des ressources, de la famille, un réseau d'entraide. On sait, on l'a vu d'ailleurs pendant les JO, que faute de place d'hébergement, on voyait des personnes envoyées à la campagne et qui revenaient très rapidement en métropole, parce que, enfin à Paris ou dans les grandes villes, parce que c'est là qu'elles ont soit des possibilités de travail, soit voilà, un réseau d'entraide. Donc du coup, je me posais la question, dans votre projet, enfin le projet de l'association, comment vous avez imaginé est-ce qu'il n'y avait pas des résistances donc chez ces personnes qui, peut-être venant d'un monde paysan, n'avaient peut-être pas forcément envie d'y retourner d'abord, peut-être qu'elles voyaient leur progression vers d'autres métiers, mais surtout, est-ce qu'il n'y avait pas une peur de l'isolement ? C'est-à-dire, je vais me retrouver dans la Creuse, mais je n'aurai pas mon réseau de famille ou d'amis. Voilà. Est-ce que je ne serais pas isolée ? Comment vous travaillez là-dessus ? Moi, en tant que quelqu'un qui a grandi dans mon pays, à la campagne, je suis pas sûr que la campagne, elle va me faire peur, quoi. La question, en fait, plutôt qu'on fait peur,
est-ce que je vais me ressentir, est-ce que je suis chez moi ou pas? Ça, c'est moi personnellement, je pose. Donc, si j'arrive dans un territoire, je suis bien accueilli, ça se passe tous bien, je communique, je peux faire ma vie plus facile. Mais si j'arrive, je ne suis pas bien accueilli, par exemple, comme l'extrême droite il fait dans le Bretagne, des manifestations, tu passes dans la route, il y a des gens qui te crachent dessus, il y a des gens qui te jettent avec des œufs, tu vois. Donc, ça donne pas envie même à des gens pour venir s'installer à la campagne, sûrement. Parce que dans la ville, tu peux trouver des. C'est hétérogène. Il y a toutes les communes, par exemple, au Saint-Denis, si tu arrives, il y a tout, c'est mélangé. Mais si tu arrives dans un territoire, tu ressens toute seule, là, ça fait un peu peur, quoi. Là, entre vous, bah, je suis sur le sol noir, peut-être. Tu vois, ça fait. Il y a des gens qui sont peur, vraiment, quoi. Non, mais c'est une vraie question. Donc, c'est pour Ça ça. peut faire peur, voilà, de se dire je vais être Ouais, isolée. nous, les choses qu'on fait, on essaie juste d'abord, c'est pas la force, c'est juste donner opportunité et parler avec des gens. Il y a cette asso qui existe, ils peuvent ouvrir des opportunités. On peut accompagner la personne, on ne va pas juste le lâcher dans la nature, quoi. On vient avec la personne, la femme que l'on veut faire un stage, peut-être c'est des femmes de connaissance parce qu'on sait que c'est des paysans qui sont cool, qui comprennent en fait. Bah là, je donne un exemple. Il y avait, c'est pour ça qu'on a écrit le guide, c'est pas le guide, mais en tout cas une petite charte. Parce que quelqu'un qui est accueilli dans une ferme, en fait, là, il y a la femme qui a marché chaque vendredi, je crois. Donc, la personne qui est accueillie, elle est obligée, le jour de marché, il va se cacher derrière la femme dans un caravane, quoi. Donc, ça, c'est pour nous, c'est un autre humain. Comment tu peux utiliser la force de personne, en même temps, le jour, tu ne veux pas des voisins qui le voient. Donc, plutôt, on essaie de voir un réseau qui comprend, en fait, c'est des êtres humains, c'est pas des gens qui d'un autre endroit. C'est pour ça, je sais pas, on a beaucoup de travail à faire, quoi. Ouais. Et que aussi souvent, être en ville, ce n'est pas forcément un choix non plus. Quand tu es en demande d'asile, tu es là où on te dit d'aller. Et là, dans le groupe de Grenoble, il y a une personne qui s'était inscrite pour une formation qui va y avoir bientôt. Donc on parlait avec le groupe pour organiser un petit peu et voir comment ça se passait. Ah bah non, l'OFI vient de le renvoyer à Annecy. Ok, Annecy c'est une ville, il y aura des gens, mais il connaît personne ni rien. À Grenoble, si. Il était même d'accord pour aller dans une ferme pas très loin de Grenoble. Enfin, il ne sait pas qu'il était d'accord, c'est qu'il avait envie. Et en fait, tout d'un coup, bah, on te renvoie ailleurs et recommence de zéro. Et c'est ça tout le temps pour tout le monde. Et il y a des CADA, donc CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, qui sont à la campagne. Et à Saint-Brévin-les-Pins, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le maire, il y a eu des attentats contre sa vie et pour ne pas que le CADA se construise. Donc, beaucoup de notre imaginaire en général, ça peut être de par les médias que le monde rural, c'est pas accueillant, c'est fasciste, faut faire attention. En fait, il y a des mondes ruraux qui ne le sont pas, donc on peut aller les chercher, on peut y aller ensemble. Et s'il y a des gens qui ont envie de rester en ville, et ben super. S'il y a des gens qui veulent aller à la campagne, super. Et il y a des gens qui sont à la campagne qui aimeraient aller en ville, on peut les accompagner dans ce sens. Et s'il y a des gens qui sont en ville et qui aimeraient aller à la campagne aussi, en fait, l'idée c'est que chacun puisse choisir. Il y a pas, on n'est pas en train d'obliger les gens à aller à la campagne parce qu'il faut repeupler ou je sais pas quoi. C'est vraiment que chacun puisse faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Et par rapport à l'isolement, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Geneviève, tout à l'heure. En fait, parfois, tu es beaucoup plus isolé en ville que tu vas l'être à la campagne parce qu'il va justement y avoir un réseau d'entraide qui existe et donc tu vas te sentir beaucoup mieux. Il y a Alpha, pareil, du groupe de Grenoble. Il s'est inscrit à la fac, il a été accepté à la fac, mais c'est impossible de trouver un hébergement à Grenoble. Donc, on voit avec A4 qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a une ferme Longomaille dans le sud qui peut accueillir. Il y va et en fait, ça se passe tellement bien qu'il est resté depuis février jusqu'à maintenant. Ça nous a laissé le temps de trouver un hébergement à Grenoble pour qu'il puisse faire ses études. Et donc là, il va revenir parce que la fac est à Grenoble. Mais c'est pareil, c'est pas parce que la campagne n'est pas suffisamment accessible, c'est parce qu'à la campagne, c'est plus difficile d'accéder à un diplôme, etc. Donc comment est-ce que petit à petit, on va aussi trouver des formations plus proches de fermes, moins loin, où cette tension entre ville et campagne puisse être dépassée et que le réseau d'entraide et de transport notamment soit plus facile à mettre en place.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va bientôt passer aux questions parce que l'idée surtout de cette rencontre, vous avez vu, on ne vous a pas expliqué, mais on s'est dit d'abord on va discuter avec Geneviève. Enfin voilà, on a vraiment voulu la faire en 2 temps pour pas trop artificiellement faire un dialogue qui aurait été plus bizarre, mais l'idée c'était vraiment de discuter aussi avec vous et de vous faire peut-être discuter aussi encore ensemble. Donc avant de peut-être passer les micros, je voulais rappeler que Abby, toi, tu viens de publier un livre, tu peux nous redire le titre, c'est De l'aube au crépuscule, je crois, tu peux nous redire l'éditeur que vous pouvez trouver ici. Et alors il faudra vous précipiter parce que je crois qu'il y a peu d'exemplaires, donc ils seront très précieux. Et puis, je veux bien que... C'est quel éditeur, pardon Zérographe. Ok, voilà. Bon, donc voilà, c'est à la librairie. Tu veux nous en dire 2 mots, ce livre? C'était pas prévu, pardon. Ou alors on ira découvrir. Non, c'est juste un roman que j'essaie de... Parce que depuis que j'arrive ici, 2014, c'est pas depuis que j'arrive, mais en fait, moi, j'aime bien l'écriture depuis chez moi. J'ai construit plein des images dans ma tête. Quand j'arrive ici, je vois en fait, pas ici, même chez moi, en fait, le public par rapport à accessibilité l'écriture et le monde, comment il s'appelle, intellectuel, elle est réservée à certains gens. Je vois ça très bien chez moi. Il n'y a pas beaucoup de librairies et c'est tellement galère. Donc en arrivant ici, moi j'ai dit pourquoi pas, moi je ne veux pas prendre la main en fait pour écrire un truc qui je raconte moi, un roman qui parle de chez moi pour pouvoir dialoguer avec des gens qui ne connaissent pas chez moi, qui ne connaissent pas mon culture. Il y a plein de choses, donc c'est pour ça que je me mets à l'écriture. Et j'écris ces romans qui tracent un peu le parcours d'un jeune homme qui grandit au Soudan, dans le milieu rural, et, dans un petit village, et comment il fait sa quotidienne avec sa famille, l'école, lycée, jusqu'à la fac, et les problématiques aussi politiques là-bas. Tout ça, j'essaie de le mettre derrière des personnages. Et après, comme moi aussi, j'ai fait le parcours de le voyage jusqu'à arriver aussi en Europe, je trouve ça intéressant aussi de donner un peu image sur le chemin des gens qui traversent, pourquoi et c'est comment ça se passe, quoi. Merci beaucoup. Et aussi, je signale à la librairie le numéro de Socialterre où vous avez écrit voilà, sur A4, sur ce que vous faites. Donc voilà, si vous avez envie de poursuivre des lectures sur tout ce dont on vient de parler, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis sûre. Bon, allez, je m'y colle. Je m'appelle Geneviève. Alors, je fais partie des Soulèvements de la Terre et de Extinction Rebellion, donc voilà. Mais là, j'étais étonnée que Geneviève, notamment, ne parle pas de la sécurité sociale de l'alimentation. Je fais partie d'une expérimentation que enfin, j'en fais partie, hein, dans un petit village du Vaucluse qui s'appelle Cadenet. Et alors ça fonctionne pour l'instant sur la base d'une fondation qui, voilà, parce que c'est pas en place au niveau législatif, donc il faut bien voir comment ça marche. Et bien entendu, donc ça rejoint ce que vous disiez aussi, ces endroits où on peut, avec une simple carte comme la carte de sécurité sociale, venir prendre ce qui est nécessaire pour subsister. Ce sont des paysans bio du coin, donc tout à fait locaux, qui ouvrent leurs échoppes et qui acceptent donc cette carte de sécurité sociale alimentaire. Donc je voulais savoir, Geneviève, si c'était un oubli, si vous connaissez, ou tout ça, voilà, j'ai dit. Moi, j'étais
Non, on en a beaucoup parlé à Reprise de Terre, et j'étais avec l'atelier paysan il y a à peine 15 jours, donc je connais bien voilà, là, ça n'a pas fait partie de mon enquête parce que c'était pas créé au moment de mon enquête, mais un grand merci de parler vraiment de cette, comme vous l'avez fait, parce que c'est une façon de resocialiser, en fait, d'intégrer l'alimentation, en fait, au cœur des politiques publiques, et pour rétablir aussi la distinction de classe, de colonialité, qui fait que le bio serait n'accessible qu'à une certaine partie de la population. Donc là, vraiment, c'est vraiment un pan majeur, en fait, de ces luttes frontales feutrées. Voilà. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Bonjour, merci de vos interventions. Je connais bien toutes ces pratiques. Notre fils et sa femme sont en plein dedans. Vous avez évoqué rapidement les luttes et les oppositions, et j'irai plus loin. Je parlerai de lutte à mort. Notre fils a été victime d'un incendie criminel dans une petite commune, que je ne citerai pas, d'une municipalité opposée à son mode de vie. Est-ce que vous avez, dans vos enquêtes, eu connaissance de cas de ce type ? Oui, j'ai un chapitre consacré à la répression. Il y a des chasses aux sorcières, en fait, très, très fortes. Et c'est intéressant de voir comment les luttes frontales aussi qui catalysent, en fait, la plus grande violence d'État contre elles. Ça ne doit pas être un arbre qui cache la forêt de la multiple hostilité dont vous avez parlé, à savoir aussi les attaques racistes, dans des lieux où on essaie justement de penser ici et maintenant concrètement des alternatives décoloniales, et ça aussi. Donc il y a une amplitude. Moi, ça va jusqu'à la soustraction d'enfants, des juges qui enlèvent des enfants aux parents, aux mères. Ça peut aller à des répressions administratives très fortes. J'ai vu des cas de permis de conduire qui disparaissent et qui ne sont jamais rendus. De répression administrative avec les fraudes, les douanes qui vous accusent de tout. Et ça va jusqu'à du harcèlement criminel, et qui font qu'il y a des gens qui doivent quitter la terre. Donc je n'ai pas développé sur la question foncière, mais c'est pour dire déjà qu'on imagine le racisme systémique qui empêche des personnes qui n'ont pas la bonne couleur de peau d'accéder à la terre, mais cette lutte foncière, la FNSEA et puis plein de gens, en fait, sont organisés pour mettre, radier, en fait, du champ des possibles toute une population qui ne rentre pas dans le moule de la grande industrie. Et après, voilà. Et donc ça fait partie des... Sans compter, on peut aussi parler des luttes, et ça va être... il va en être question tout à l'heure dans la prochaine discussion, sur aussi l'homophobie qui peut toucher des populations qui ne sont pas hétérosexuelles et qui revendiquent d'avoir accès à la terre et qui la travaillent. Donc en fait, la panoplie des formes de répression et moi, c'est pour ça que le terme de guerre me paraît pas totalement, qu'employé par Illich et me paraît tout à fait le bon, parce que tous les moyens sont utilisés. Et ouais, j'ajouterais juste, moi j'ai été frappée en suivant un peu la lutte contre les méga-bassines par les récits effectivement de paysans qui racontent ce que vous dites, c'est-à-dire un harcèlement, et notamment, il faut le dire, de gens proches de la FNSEA qui ne sont jamais poursuivis en justice pour leurs actions. Voilà, et je voudrais... Enfin voilà, ça il me semble que c'est quelque chose d'ailleurs qui doit être plus enquêté, plus raconté, parce que moi j'ai été récipiendaire de récits vraiment effrayants de violence comme vous les rapportez. Et je voulais ajouter aussi, puisqu'on n'en a pas trop parlé, mais tous ceux qui vivent en habitat léger sont, depuis ces dernières années, particulièrement harcelés. Voilà, donc c'est vrai que on l'a peut-être pas suffisamment dit, mais il y a parfois une hostilité qui rend ces alternatives complexes, vraiment très difficiles.
Moi, je voudrais dire que c'est intéressant, tous ces gens qui souhaitent retourner à la terre et avoir une agriculture très autonome. Mais ils n'ont rien inventé. Avant, dans toutes nos fermes, on avait des poules, des lapins, des cochons, des moutons, et on faisait de la vente directe. On a un grand jardin. Mais à partir de 1951 a été créée la MSA. Donc, il a fallu payer des cotisations sociales. Dans la plupart des cas, tous les agriculteurs payent plus de cotisations sociales qu'ils ont de revenus disponibles. Tout est identifié. Les veaux sont identifiés à la naissance avec des boucles. Les œufs sont identifiés le jour du ponte. Le cadastre est très très précis. Donc la pression fiscale est partout. Alors imaginez qu'une agriculture alternative échappe à cette pression fiscale, il ne faut même pas y penser. Par contre, je voudrais préciser que dans le Mâconnais communisois, il y a aujourd'hui environ 20 agriculteurs qui souhaitent arrêter, qui n'ont pas de successeurs connus. Soit ils sont à l'âge de la retraite, soit qu'ils souhaitent arrêter avant l'âge de la retraite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de revenus du tout. Souvent, avant, l'initiative de se suicider parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs charges. Donc, tous les efforts qui peuvent être faits pour installer des gens hors cadre familial dans des agricultures alternatives, il faut absolument les encourager. Non, merci beaucoup aussi, parce que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi ce cas de personnes qui n'arrivent pas à accéder au statut d'agriculteur parce qu'ils n'ont pas le nombre d'hectares qu'il faut, parce qu'en fait, il y a une force, comme ça a été rappelé, de personnes mobilisables, en fait, ici et maintenant, pour reprendre des fermes, mais peut-être que justement pas sur un modèle administratif. Et ce qui est très... Moi, j'essaie de montrer comment ils essaient d'être chaque fois sous le radar de l'administration. Ils prennent le statut qui leur permet de cotisants solidaires et pas agriculteurs. Enfin, pour justement continuer à avoir une marge de manœuvre entre l'agriculture marchande, l'agriculture domestique, en fait, et trouver cette chose aussi vieille que l'histoire de l'agriculture, et qui a été... on a mis en capital, en fait, hein, et en bureaucratie, du coup, l'agriculture, ce qui est fou. Voilà, pour répondre à des besoins planifiables, alors qu'il n'y a rien de planifiable en fait dans un système agricole adossé à un milieu de vie. Donc oui, c'est vraiment aussi fait partie de la lutte, que la lutte bureaucratique, et c'est la même, pour moi c'est très proche aussi d'empêcher des personnes en capacité qui se trouvent avec des montagnes pour avoir un statut leur permettant d'avoir des papiers, leur permettant de rentrer dans cette machinerie administrative dissuasive, voilà, qui a cette fonction-là de filtrer en fait. Du coup, l'action directe sur des parcelles ici maintenant, de Reclaim the Streets à une ZAD, à un jardin, c'est pas rien aussi. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi des alternatives immédiates possibles sortir, replacer cette fonction sociale alimentaire que fait aussi la sécurité sociale alimentaire dans une activité quotidienne repartageable par toutes et tous, et pas forcément professionnalisée en fait nécessairement. Ça, c'est aussi le problème, la professionnalisation en tant que telle. Et moi, j'avais une question quant à la scolarisation des enfants de ce couple que vous avez passé à la loupe. En fait, comment ça se passe, la relation à l'école ? Qu'est-ce qui est remis en cause, ou voilà, l'école, est-ce qu'elle a un rôle ? Moi, j'aimerais que tu avais une idée tout à l'heure pour répondre à la question, et je réponds après à la question. Non, mais c'est pour raconter un peu plus. En fait, à la fois ce qui arrive à votre fils, à la fois ce qui arrive à plein de personnes, à la fois ce qui est arrivé à 4. On a des serres à Lannion en Bretagne, et juste avant le deuxième tour des législatives, il y a eu, pendant la nuit, des gens qui sont entrés, ils ont planté un couteau sur la table, ils ont détruit toute la cuisine, et ils ont fait des tags en nous traitant de terroristes. Donc il y a plein de harcèlement, de menaces, de violences, d'agressions, de violences encore pires. Et tout ça, on est un peu tout seul et démunis face à ça. En même temps, les agriculteurs qui sont agriculteurs depuis longtemps, ils se suicident, ils n'en peuvent plus. L'État, les politiques publiques vont complètement à l'encontre et facilitent à l'inverse l'agro-industrie et les entreprises qui maintenant peuvent, même Carrefour, être propriétaires de terres agricoles, etc. Et en même temps, il y a par exemple le premier producteur de salade d'Europe,
Terra Fecundis, mais qui change de nom très souvent, qui est accusé depuis des années parce qu'il y a eu des gens qui sont morts en travaillant pour eux, avec ces lois dont on avait... Enfin, il y a par exemple le travail détaché, qui est une loi européenne qui permet à tout pays de l'Union européenne de ramener des travailleurs qui sont régularisés dans d'autres pays de l'Union européenne, mais qui sont étrangers, hors UE, pour travailler dans un autre des pays. Le droit du travail du pays n'est pas respecté. Donc, par exemple, il y a beaucoup de travailleurs marocains qui sont en Espagne, qui viennent en France avec ce contrat, avec plein d'intermédiaires qui les embauchent pour bosser dans ces énormes entreprises dans des conditions d'esclavage. En 2011, il y a une personne qui est morte de déshydratation parce qu'on l'empêchait de boire, parce qu'il faut tenir le rythme de production. La famille a porté plainte, ça a duré jusqu'à aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, il y a une condamnation vers l'entreprise qui était sans rien pendant des années, parce que c'est des énormes lobbies, ils sont complètement immunisés contre tout, et la loi est de leur côté. Ils sont condamnés, amende, prison, mais pour l'instant, aucune justice pour les travailleurs qui sont encore dans ces conditions-là. Et il y a plein d'entreprises comme celle-là. L'été dernier, il y a eu 2 condamnations pour traite d'êtres humains en Bretagne. Donc ça commence. On essaye de le visibiliser de plus en plus avec le Code des Traces et d'autres collectifs qui font ça. Mais c'est pour dire aussi que la situation des petits agriculteurs, des paysans, des gens qui essayent de vivre autrement, en fait, c'est ce que vous disiez, c'est une lutte à mort, et l'État et les politiques et l'Union européenne n'encouragent pas et ne développent pas ça. Et pour finir, avant de revenir sur la dernière question, sur une touche un peu plus positive, parce que c'est très pesant tout ça, pour parler de ce qu'on connaît de A4 suite à ces actes de vandalisme juste avant les élections en juin, la vague de solidarité qu'il y a eu derrière, et qu'on a reçu des messages de partout, on nous a demandé de créer une cagnotte en ligne, il y a des fondations qui nous donnent des prix, est beaucoup plus forte que ce qui s'est passé sur le moment. Et ça fait beaucoup de bien. Et des événements comme celui-là. Et donc, dans A4, on a envie de garder cet espoir, de garder cette énergie, de construire toutes ces alternatives. Et que si on est ensemble et si on crée ce réseau de solidarité localement, régionalement, nationalement et puis même à l'international, on va réussir petit à petit à être ensemble. Et qu'il ne faut pas qu'on se laisse plonger par toutes ces anecdotes.